République du Haut-Karabakh, région de Martouni, village de Nerkin-Chartar. La ligne de contact est à quelques kilomètres seulement. The fragile peace on the line of contact between Karabakh and the Azerbaijani armed forces collapsed. Le 2 avril 2016, les habitants du village sont déjà au courant de l'offensive azérie dans le nord du pays. Mais la vie, dans des conditions d'échange de tirs permanents et de menaces d'attaques éventuelles, est devenue chose habituelle pour eux. Ils ignorent que l'Azerbaïdjan a lancé une offensive le long de la ligne de front, which hit the Martakert, Martuni and Hadrut regions in the northeastern and southern parts of Nagorno-Karabakh. Ma mère m'a appelé par Skype vers 8 h du matin et m'a dit qu'ils entendaient des bruits de canonnade. Je ne lui ai pas dit que mon mari avait été convoqué de nuit pour éviter qu'elle s'inquiète. Et puis, il n'y avait rien d'inattendu. Cela arrivait très souvent. Mais après la conversation avec ma mère, l'inquiétude m'a envahi. Je suis allé voir ma voisine, Nushik. Une autre voisine est venue nous voir pour dire qu'il ne fallait avoir peur de rien, car il ne pouvait s'agir que des escarmouches habituelles à Martakert et à Talish, et que rien n'allait nous arriver. Nushik a dit que même si quelque chose devait nous arriver, nous pourrions cacher nos enfants dans nos caves et qu'ils seraient ainsi en sécurité. À ce moment-là, les garçons sont sortis pour aller à l'école. Moi, j'étais en train de coiffer ma fille, quand soudain, une explosion s'est produite. Je me suis vite couverte et je suis sortie dans la cour. Je n'ai même pas eu le temps de prendre mon téléphone pour appeler mon mari et lui dire que nous étions sains et saufs. Ce matin-là, nous sommes allés à l'école comme d'habitude. À peine étions-nous arrivés devant l'école qu'une explosion s'est produite. Nous sommes tous tombés par terre. Nous n'avions rien entendu la nuit. Mais au petit jour, un ami nous a appelés pour dire que la situation était grave à Martakert et que leurs enfants n'iraient pas à l'école. Je suis sorti de la maison et j'ai rencontré l'enseignant d'initiation au service militaire. Je lui ai demandé de se renseigner auprès de mon mari sur la situation et de lui demander s'il ne serait pas plus raisonnable d'évacuer les enfants du village au lieu de les envoyer à l'école. Nous avons des refuges spéciaux servant à cette fin. Vers 8 h 35, j'étais déjà près de l'école. L'explosion s'est produite 5 minutes plus tard. Nous sommes sortis de la maison et nous nous sommes dirigés vers l'école. Une explosion s'est produite aussitôt. Je suis tombé. J'avais une jambe blessée. J'ai été hospitalisé à Martouni où j'ai été opéré avant d'être envoyé à Stepanakert. C'est l'école secondaire de Nerkin-Chartar, où 131 élèves poursuivent leurs études. Il est 8 h 30. La gymnastique matinale va commencer dans quelques minutes. Ce matin-là, j'ai été réveillé par le bruit des chars. Mes amis m'ont appelé et je suis sorti. En petit groupe, nous nous sommes dirigés vers l'école. Arrivés à la bifurcation, nous nous sommes arrêtés pour attendre Vartan qui devait nous rejoindre. Puis, eux, lui et Gever, ils ont marché devant nous. Tandis que nous avons ralenti le pas pour causer. Tous les matins, nous faisons de la gymnastique. Quand il fait beau, nous le faisons sur le petit terrain devant l'école. Quand il fait mauvais, nous le faisons dans la salle de gym. À 8 h 30, nous devons tous être devant l'école. À 8 h 40, nous réunir sur le petit terrain pour commencer à faire de la gym. Les cours commencent à 9 h. Imaginez-vous ce qui arriverait si l'explosion se produisait quelques minutes plus tard. Au moment où tous les élèves seraient déjà sur le terrain de sport. Impensable.
Une première explosion s'est produite suivie de quelques autres. 4 explosions au total. 2 devant l'école, 2 autres derrière. Gayane marchait derrière un groupe d'élèves, dont son fils aîné, Vagarchak, et l'un de ses amis, Gor, enfant de l'Artsakh libre, qui était né et avait grandi dans un pays luttant pendant plus de 20 ans pour son droit à la vie. Bien que ces canonnades lointaines les remettent de temps en temps dans la réalité de la guerre inachevée, ces enfants avaient toujours été sûrs qu'ils avaient droit à la paix définitive et à la vie normale. Là-bas, non loin des maisons et de l'école, ce sont les postes militaires et la ligne de contact, devenus pour l'Artsakh une sorte de frontière entre le bien et le mal. Ce jour-là, le mal a fait irruption dans leur vie, apportant mort, destruction, douleur et sang. C'était un spectacle terrifiant. Fumée, bruit, cris, pleurs d'enfants effrayés. Je suis vite sorti dans la rue. J'ai regardé à droite et à gauche. Mon fils, je ne le voyais nulle part. J'ai compris qu'une explosion s'était produite et que moi, j'avais été blessé à la jambe. Il y avait beaucoup de sang autour de moi et une fumée très épaisse, si bien que je ne voyais rien. Puis j'ai vu ma mère et mon frère arriver en courant. Ils m'ont emmené à l'hôpital. J'ai vu mon fils Gor, qui courait vers moi, les mains et le visage ensanglanté. Que t'est-il arrivé? Et je criais. N'aie pas peur, maman, m'a-t-il dit. Je suis bien. Va aider la tante Gayane et Vagarchak. Il n'est pas bien. Et il est parti en courant. Ensuite, j'ai entendu les voix de Gayane et de Nushik qui demandaient de l'aide. Il n'y avait plus personne dans la rue. Tout le monde s'était caché dans les caves, sauf ceux dont les enfants étaient devant l'école. Tout le monde craignait que les explosions se reproduisent. Quand l'explosion s'est produite, tout s'est assombri devant moi. Quand j'ai repris mes esprits, j'étais couché par terre. Je me suis levé et j'ai couru dans cette direction-là. Je savais que dans les situations pareilles, il fallait se cacher en sous-sol. Je suis revenu et j'ai vu Vagarchak. Il tenait sa gorge. Je lui ai demandé pourquoi il ne fuyait pas. Sans pouvoir parler, il me montrait son cou. Je lui ai demandé s'il était blessé. Il avait du mal à répondre. Nous avons couru ensemble quelques mètres. Il a failli tomber et s'est appuyé contre moi. Et nous avons ainsi couru quelques mètres encore. Puis j'ai vu un homme dans une fenêtre et je lui ai demandé de venir à l'aide. Nous avons essuyé le sang, mais Vagarchak était déjà mort. 2 garçons étaient couchés par terre. J'ai vu mon fils aîné, Vagarchak. Il venait vers moi en tenant sa gorge. Mais j'ignorais qu'il était blessé. Ayant entendu mes cris, des gens ont accouru. Une voiture s'est arrêtée et nous avons amené Vagarchak à l'hôpital militaire. Dans la nuit du 1er au 2 avril 2016, après 22 années de cessez-le-feu, l'Azerbaïdjan a lancé une attaque massive à la frontière du Haut-Karabakh. Les villages de Talish, de Martakert, de Madaris et bien d'autres ont été touchés par des tirs d'artillerie lourde. Ce jour-là, comme tous les autres jours, à Erkin-Chartar, les enfants allaient à l'école. Avant le commencement des classes à 9h, les élèves se rassemblaient à 8h40 devant leur école pour la gymnastique matinale. Les adultes savaient déjà que les affrontements avaient commencé dans les régions nordiques du pays. Mais à Erkin-Chartar, tout semblait être calme, jusqu'à 8h35, l'heure à laquelle les élèves se préparaient à faire de la gymnastique. Soudain, une explosion s'est produite. Une deuxième, une troisième et une quatrième. Montre s'il te plaît l'impact d'obus. C'est ici. Et le deuxième, là, derrière l'école. Le troisième, là-bas. Et encore un autre un peu plus loin. L'école était visée par des canons de gros calibre, tirant plusieurs fois de suite.
Ils ont tiré au D20 à une douzaine de kilomètres de nos positions. Les D20 peuvent parcourir jusqu'à 18 kilomètres. Tout s'explique quand on y ajoute 5 kilomètres, la distance entre nos positions et le village. Ce n'était en aucun cas des D30, envoyant leurs projectiles jusqu'à 15 kilomètres. Les obus qui ont atteint le village avaient été envoyés par des systèmes d'artillerie de 152 mm. Nous avons eu beaucoup de chance que l'éclat d'obus se soit produit ici, car à seulement 3 ou 4 mètres d'ici, il y avait une trentaine d'élèves. Imaginez-vous quel serait le nombre des victimes tuées de la manière la plus cruelle si l'explosion se produisait un peu plus loin. Des écoliers s'étaient réunis ici. Voilà le premier impact d'obus. Produit 3 ou 4 mètres plus loin, cet éclat d'obus aurait touché les enfants. Il n'est pas du tout difficile d'imaginer ce qui arriverait si les explosions se produisaient quelques minutes plus tard, quand les élèves seraient réunis devant l'école. Ils nous surveillaient toujours par des drones. Pas très loin d'ici, il y a un engin spécial qui les abattait. Nous savions que nous étions tout le temps surveillés et filmés. Nous avons toujours interdit à nos enfants de marcher ou de jouer en groupe, de peur qu'ils puissent servir de cible. Ils nous filmaient en permanence. La veille des explosions, les enfants avaient vu des drones survoler le village. La veille, nous avions vu un drone. Souvent, ces drones survolaient surtout l'école et ses alentours. Tout avait été bien planifié à l'avance. Les Azéris savaient où se trouvait l'école et ils ont tiré dessus. Ils connaissaient l'heure à laquelle la gymnastique commençait. Ils se sont tout simplement trompés de quelques minutes. Ils visaient l'école à l'heure où les élèves s'y rassemblaient pour la gym. Ce que les élèves et les adultes nous rapportent ne laisse pas de place au doute. Grâce au drone, les Azéris savaient exactement où se trouvait l'école. Et c'est cette dernière qui avait été choisie comme cible. L'heure avait été bien choisie aussi, car c'était l'heure habituelle du rassemblement des élèves. Le hasard a sauvé la vie de quelques dizaines d'enfants. Mais l'un d'entre eux, Vagarchag Grigorian, 12 ans, y a perdu sa vie. Tout homme normal a du mal à admettre qu'on puisse spécialement expédier un drone pour obtenir les coordonnées exactes d'une école et les horaires de cours pour la faire sauter ensuite. L'artillerie azérie a sciemment visé une école arménienne pour tuer des enfants. Il ne peut y avoir aucun doute. Le jour des funérailles, quand nous revenions du cimetière, ils ont tiré sur le cimetière de Martouni. Ils avaient dû penser que c'était là où Vagarchag serait enterré. Un site à Azérie a ensuite publié une photo prise au moment des funérailles, faisant passer le message que les Arméniens fuyaient en panique le Karabakh. Le 2 avril 2016, suite à la guerre déclenchée par l'Azerbaïdjan contre la population du Haut-Karabakh, un enfant a été tué, plusieurs autres ont été blessés. Tout rappelle la journée du 12 avril 1991, quand un garçon de 12 ans, Aramaïs Sahakian, a été tué à Getachen lors de l'opération terroriste Cercle menée contre le peuple du Haut-Karabakh. La politique cruelle menée par l'Azerbaïdjan ne change pas de style. Bakou bataille contre les enfants et les personnes âgées en poursuivant son objectif de faire partir les Arméniens de leurs terres historiques par des méthodes connues, en semant la terreur et en perpétrant des actes génocidaires. Quand je serai grand, je serai militaire, pour me venger pour Vagarchag et pour tous mes amis. Ton père est militaire, et toi, que vas-tu faire quand tu seras grand? Je serai officier. Et s'il n'y a plus de guerre, cela n'a pas d'importance. Je suis sûr que mon père et nos autres militaires auront encore d'autres occasions de nous défendre. Au début, il ne voulait pas revenir au village, c'est clair, il avait peur, c'est un enfant. Mais maintenant, il me dit, « Maman, quand est-ce que je me rétablirai pour rentrer à la maison, pour retrouver mon village et mon école ?» Son père lui manque beaucoup. Il a mis le t-shirt de son père pour être, comme il dit, plus proche de lui. Nous ne voulons partir nulle part. Ici, c'est notre terre. Nous n'avons pas de patrie ailleurs. Nous la défendrons toujours, notre patrie. Notre seul souhait est que la guerre ne recommence plus jamais, que nos enfants vivent en paix et que le bruit effrayant de cette explosion reste dans le passé. Cette guerre est une guerre au visage d'enfant. C'est le visage de tous ces garçons qui ont compris précocement ce que signifiait bombardement, armes, explosions, frères et amis blessés ou morts.
Ils portent les vêtements de leurs pères qui défendent leur terre pour être plus proches d'eux. Ils restent vivre dans leur village et font leurs études dans leur école parce que des générations de filles et de fils fidèles d'Artsakh y ont vécu pendant des siècles et parce qu'ils sont fils de guerriers. Ces enfants rêvent de grandir et de défendre leur patrie aussi bien à leur propre place qu'à la place de leur ami mort. Il est impossible de les vaincre.